rejoindre au Forum des lecteurs pour la rencontre avec 3 auteurs de 3 très beaux romans. L'Enfant don de Jean Darrow, publié aux éditions Passiflore, une intense histoire de partage et de solidarité dans les Pyrénées du début du 19e siècle. Les Aubes impatientes de Laurent Delmont, aux éditions Monédière, une plongée captivante dans la réalité d'un couple au mi-temps de sa vie, et Célestine de Sophie Wouter, qui nous fait découvrir une héroïne solaire marquée par le destin. Alors, cette rencontre sera diffusée sur Corrèze Télévision. Alors, on commence par vous, Sophie Wouters. Vous êtes artiste peintre, et votre premier roman, Célestine, a reçu un accueil enthousiaste, notamment d'Amélie Nothomb, qui dit, et c'est sur le bandeau du livre, « Ton texte m'a bouleversée, je n'ai pas pu m'arrêter, je te dois une nuit blanche. Un bel hommage. Vous vous attendiez à cet accueil ?» Non, absolument pas. J'étais dans la première surprise, et quand j'ai ouvert la lettre d'abord d'Amélie, j'avoue que j'en ai eu les larmes aux yeux. Et puis l'accueil des librairies, de la presse, parce qu'il est sorti d'abord en Belgique, en avril 2021, avec un éditeur belge, puis en août 2021 en Suisse, avec le même éditeur belge, et il n'est sorti en France qu'à la rentrée littéraire de janvier 2023. Et c'est vrai qu'il y a une presse, en gros, dithyrambique, des prix en Belgique, etc. Et quand je suis une artiste peintre, je n'étais pas écrivain, donc quand on écrit un premier livre et que ça nous arrive, on a un petit peu du mal à intégrer. Oui, j'ai du mal à l'intégrer. Je sais que je le vis, je trouve ça incroyable et fantastique, mais non, je m'y attendais pas. Comment il vous est venu ce roman ? Parce que je sais que vous aviez fait plusieurs essais avant, mais là, lui est venu comment ? Alors, c'est incroyable, c'est tout à fait magique. C'est que j'ai eu plein d'idées de romans dans ma vie. Et je réalise que Célestine, comme celui qui va sortir en mars 2024, ça part pas d'une idée, ça part spontanément. Je veux dire que je commence à écrire, je me dis qu'est-ce que je suis en train d'écrire, comme quelqu'un presque qui est sous l'influence de l'écriture automatique. Mais directement, je sais où je veux aller, tout est construit dans ma tête, mais ça part d'un mot, d'une page, et tout de suite, je suis embarquée, et quelque part, je vis presque l'aventure comme un lecteur. Je ne sais pas si je veux bien comprendre. C'est-à-dire que j'ai mes personnages en tête, mais ils s'affinent avec le temps, et je sais où je vais, mais il y a des choses que je découvre moi-même. Ce sont vos personnages qui mènent la danse un peu. Oui, voilà, ils me prennent la main, mais je sais où je vais, je connais ma chute. Voilà. Alors, le roman débute par une scène de cour d'assises. On découvre Célestine, jugée pour un crime dont elle ne veut rien dire. Oui. Donc, comment ça se... Enfin, qui est cette Célestine ? Alors, Célestine est une orpheline dès la naissance. Et je ne dévoile pas du tout, et je ne divulgage pas du tout le livre en disant, parce que c'est à la première page, elle est née le 14 juillet 1956, au retour de la fête nationale française, et 2 chevaux de ses parents fument contre un arbre. Et ils sont morts, et le vétérinaire qui passe par là fait en toute urgence une césarienne à la mère qui est décédée, et Célestine naît comme ça, le long de la départementale, parmi les coquelicots. Elle va être élevée par une vieille tante et un vieil oncle qui n'avait jamais voulu d'enfant. Et tout de suite, on sait dès les premières pages qu'elle se retrouve 17 ans plus tard devant la cour d'assises des mineurs, dont un crime pour un crime. Et c'est pas du tout un polar. C'est la vie de Célestine, mais il faudra attendre vraiment la fin du livre pour savoir ce qui s'est passé et pour savoir si elle est coupable ou pas aussi. Et en même temps, on ne sait même pas qui est mort jusqu'aux dernières pages. Voilà. Oui, c'est ça. Le crime, vous n'en dites rien. C'est vraiment un suspense. C'est comme un conte pour adultes. Je considère plus que c'est un conte pour adultes qu'un polar ou un roman, même si Bipolar m'a déjà interviewé, parce qu'il n'est pas très classable. À partir du moment où il y a de l'humour dedans, il y a de la poésie, paraît-il, qu'en même temps, il y a une intrigue qui tient tout le monde en haleine jusqu'au bout. Voilà, il peut être... oui, il est un peu inclassable, d'après les interviews que j'ai. Non. Alors, au fur et à mesure du livre, on va se plonger dans l'enfance de Célestine, une enfance qui a le goût acidulé de la France des années 60. Et vous faites vraiment revivre cette époque. Denise Fabre, Léon Zitrone, Belle et Sébastien, toutes les idoles de l'époque traversent le livre. Pourquoi avoir choisi cette époque ? Alors, d'abord, je l'ai adorée.
Je suis née tout début, le 7 janvier 63, donc vraiment... et j'ai une grande, grande mémoire des années 60. Donc, comme je viens de dire, que j'ai adoré. Et en plus, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais juridiquement, l'histoire que je raconte, même si elle est intemporelle, n'aurait pas été possible à notre époque. Voilà, les procédures changent, etc. Mais je l'ai fait spontanément dans les années 60. Une envie, peut-être aussi, tout le monde me dit, oh, qu'est-ce qu'on revit les années 60 avec toi, en lisant ton livre. J'ai adoré, un ami qui m'a dit, on les revit tellement qu'on en a presque l'odeur. Et je trouve ça un compliment incroyable. Et donc voilà, c'était spontané, et en même temps, comme je viens de le dire, ça n'aurait pas été possible à une autre époque. Enfin, plus tard en tout cas. Donc on va grandir avec Célestine et elle va affronter aussi les remous de l'époque. Hein. Elle est les mai 68, enfin elle est plongée oui. Dans toute l'histoire de l'époque. Oui. En fait, parce qu'il y a que Berthe... Berthe, c'est la tante. La tante, oui, pardon, désolée, je suis tellement dans mon histoire. Berthe, qui est la tante, qui l'a élevée, qui est dingue du Gotha. Enfin, ils ont une télévision, ils sont les seuls au village à avoir une télévision. Le bistrot l'aura pas longtemps après. Et donc, ça permet, cette télévision qui est dans la cuisine, qui est presque... Elle est omniprésente parce qu'elle est tout le temps allumée. Rien ne se fait sur la télévision. Et donc, grâce à la télévision, on peut revivre, ces années 60, Pompidou, même les feuilletons comme Sébastien parmi les hommes, les fous rires de Denise Fabre. Voilà, parallèlement à l'histoire, on revit les années 60, oui. Le premier homme sur la Lune, Armstrong, enfin voilà. Mais qui s'imbrique dans l'histoire de Célestine, évidemment. Voilà. Alors, c'est une enfant solaire et d'une grande beauté, comme une anomalie dans le village où elle vit, finalement. Oui, tout à fait. Elle est la grâce même, elle est d'une beauté incroyable. Même certains au village disent au bistrot qu'elle est peut-être même plus belle que Brigitte Bardot. Alors on se dit pourquoi la faire plus belle que Brigitte Bardot? Mais parce que je pense qu'il y a des Brigitte Bardot qui sont ignorées dans le monde. Je veux dire, on a sacré Brigitte Bardot, la plus belle femme du monde, mais dans des villages lointains, peut-être qu'il y a des femmes... Donc j'ai voulu la faire à ce point... elle est belle, elle est lumineuse, elle est pudique, elle est très mystérieuse parce qu'elle est pudique. Et elle est loin d'être bête. Elle a beaucoup de choses pour elle, oui. Elle est la grâce dans un monde rural, très rural, oui. Alors je ne vais pas déflorer l'histoire, mais il y a l'arrivée d'Adrien, un Parisien dont elle va tomber très amoureuse. Vous vous mettez vraiment dans la tête de la petite Célestine avec beaucoup de tendresse, je trouve. Elle a sa voix, sa manière de regarder le monde qui l'entoure. Ça, vraiment, vous l'avez... Mais j'aime quand j'écris de me mettre dans la tête de l'enfant, de mes personnages, mais aussi même dans la tête du juge, qui est très embêté du silence de Célestine. Et plutôt que de parler du juge comme si c'était... Enfin, oui, j'adore... Des fois, on peut me dire que mon écriture pourrait être presque limite enfantine parfois. Mais c'est quand je parle des enfants, et quand je me mets là dans la tête d'un enfant, ça devient presque enfantin. C'est-à-dire, un exemple, quand ils font tous le premier homme sur la Lune au village, Célestine, enfin pas Célestine, les enfants sortent dehors, prennent des jumelles en espérant voir un morceau du tissu du drapeau américain sur la Lune. Mais je pense que chaque enfant, dans notre tête, on nous dit qu'on nous dépose un drapeau sur la Lune, on va chercher à voir le morceau de tissu, on n'a pas la notion de la distance. Donc voilà, j'aime me mettre vraiment à chaque fois dans la peau du personnage. Et comme je suis très empathique, c'est pas très compliqué. Alors, Célestine, elle a tout à la base, elle est belle, elle est intelligente, elle rencontre assez tôt l'amour, elle a envie de prendre sa place dans la vie, tout aurait pu bien se passer. Et pourtant, quelque chose va la faire basculer. Vous vouliez parler de ça, de la fragilité des destins qui peuvent basculer d'un moment à un autre? Tout à fait. J'ai toujours été très habitée par le fait que pour n'importe qui, la vie peut basculer d'un instant à l'autre pour un geste, un mot, etc. Et que je pense être quelqu'un de terriblement spontané, mais je crois au self-control. Et je donne un exemple, mon fils qui est un garçon adorable, etc. Quand il était petit, il était d'une colérique, hyper colérique.
Et je paniquais toujours que plus tard, il fasse un geste regrettable parce qu'il avait connu 3 minutes de colère. Et je me suis battue avec lui pendant 16 ans pour essayer de maîtriser ses colères, parce que j'ai vu des films, des émissions, des reportages où quelqu'un, sur un geste d'1 minute, a toute sa vie détruite. Et donc, oui, je suis assez obsédée par par le basculement. C'est de ça que j'ai voulu surtout parler dans Célestine, oui. Mais de par sa naissance, Célestine, elle est comme maudite aussi, finalement, on dirait qu'elle est presque maudite. Elle est presque maudite, en fait. Il y a un côté... Oui, elle est... Oui, quelque part, oui. Et il y a quelque chose... Oui, elle a une naissance terrible, quelque part, elle a la chance, après ça, d'être belle, intelligente, etc. Et pourtant le destin va s'acharner. Oui. Donc c'est un très beau roman sur une enfance solaire et un destin qui bascule. Oui. Alors on reste dans le territoire de l'enfance, avec vous, Jean Darrow. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont L'Homme Semence, un énorme succès de librairie, que vous aviez publié sous le pseudonyme de Violette Eyo, et dont vous venez de revendiquer la paternité. L'Enfant Don, publié aux éditions Passiflore, est votre dernier enfant, un roman court et puissant qui nous embarque dans les hautes vallées pyrénéennes au début du XXe siècle, à la découverte d'une société où les femmes ont un statut particulier. Quel est ce statut ? Oui, alors en fait, on rencontre des souvenirs, on les a aussi de livres. Donc j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années un livre qui est un livre d'Isor Gratakos, qui est une ethnologue, qui a fait une découverte sur les sociétés dans les hautes vallées pyrénéennes, où c'est le seul exemple de non-patriarcat en Europe, où il y avait le droit d'aînesse absolu, c'est-à-dire qu'on soit garçon ou fille, on héritait quand on était l'aîné de la maison, enfin la maison, dans une société relativement égalitaire, puisque les maisons travaillaient ensemble, puisque c'est une société comme Jean Mallory, qui a travaillé sur les Inuits, définie comme anarcho-communaliste, c'est-à-dire qu'on a en commun les terres et je dirais le travail. Et donc on a des maisons qui sont égales. On ne marie jamais 2 maisons ensemble, c'est-à-dire on ne marie jamais 2 aînés ensemble. Sinon on retrouve le système, je dirais, bourgeois qui a amené la Révolution française, où on accumule les patrimoines. Du coup on déséquilibre. Là chacun reste à sa place. Alors ça pose aussi des difficultés puisque... tous les mariages sont arrangés, quoi. Mais en contrepartie, il y a une relative liberté en ce qui concerne les choses de l'amour. On dit l'amour, c'est dans les buis. Voilà. Donc il y a une société assez permissive, en particulier pour les femmes, qui est vraiment un exemple. Et c'est le travail qu'a fait Isor Gratakos. Et ça m'a marqué il y a 20 ans. Et j'avais gardé ça en moi. Ça a mis du temps. En général, je mets souvent 20 ans pour écrire un livre. C'est pour ça que j'en ai plein en cours. Et puis, les choses viennent aussi petit à petit, ça se construit à l'intérieur. Et puis, j'avais aussi des comptes à régler avec ma mère, ce qui m'a inspiré ce livre. Je suis né dans une fratrie de 4 garçons, particulièrement sages, comme vous l'imaginez. Et donc, ma mère, quand elle était désespérée, qu'elle ne savait plus quoi faire de nous, elle nous disait, de toute façon, vous n'êtes pas mes enfants, ils ont dû se tromper à la maternité. Alors, pour le 1, ça peut arriver, mais les 4... Mais ce qui a quand même mis le ver dans le fruit, c'est que ma mère était dans une préfecture et s'occupait des orphelins. Et les week-ends et les vacances, il y avait toujours des orphelins avec nous. Donc on s'est dit, après tout, on est peut-être aussi, nous, adoptés. Et je trouvais ça intéressant. Alors, en grandissant, on a tous ressemblé à notre père, ce qui fait qu'on était sûr de la paternité, d'où on venait. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir des doutes sur la maternité. Et c'est aussi, j'ai eu envie de parler de ça, et aussi de cette forme de sororité qui est un don d'enfant d'une femme vers une autre femme. Donc là, on a un double don, parce qu'on a un don d'enfant d'une femme vers une autre femme qui ne peut pas en avoir, mais on a aussi un don dans la société que je décrivais, qui est de permettre à une autre maison de survivre. Parce que s'il n'y a pas d'héritier, la maison s'arrête. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on part à la rencontre de Sevilla, dans ce livre, qui est une habitante de cette haute vallée, qui un jour de pluie voit arriver un couple d'Espagnols. C'est coup de foudre entre elles et la femme Aurora, qui est une Espagnole. Vous la décrivez avec talent, cette Sevilla, c'est une aînée, elle porte le poids de la place. Ben oui, parce que c'est... En fait, quand on est l'aîné et qu'on dit être chef de la maison, être tête de la maison,
on porte la responsabilité. Alors, on représente la maison à l'Assemblée de la vallée, mais aussi on dirige tout le monde, y compris les frères, les sœurs. Dans le cas de Sevia, elle hérite de la maison parce que son père était l'aîné, donc elle est l'héritière, mais elle prend la tête de la maison sur sa mère, hein, parce que sa mère est venue cadette dans cette maison, et donc elle n'est rien, en fait, d'une certaine façon. Alors tout ça, c'est pas simple à vivre. Donc sa mère ne l'aime pas, en plus. Donc oui. Il y a tout ça. Parce que sa mère la déteste parce que c'est une aînée, mais c'est elle qui l'a faite, quand même. Donc elle la déteste parce qu'elle est dans une situation de cadette, c'est-à-dire celle qui subit, enfin, qui n'est pas à la tête de cette maison, quoi. Voilà. Donc les choses ne sont pas simples. Et donc il y a cette jeune femme qui va se construire dans ce monde-là avec un père qui est très absent parce qu'il est dans la forêt, mais il lui transmet quand même des choses, parce qu'on est dans le monde de la forêt. Et puis cette mère qu'il n'aime pas, et pour se faire aimer, elle va passer par un certain nombre de phases. Et je trouvais intéressant cette construction de cette jeune fille. On retrouve ça dans L'Homme semence et dans mes autres romans. J'aime bien ce travail de construction qu'on a petit à petit, en particulier ce que je dis sur les femmes qui se redressent petit à petit au fur et à mesure des expériences de vie, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous vous mettez dans la peau de Sevia, avec ses émois, sa sensualité. Comment avez-vous fait pour être aussi juste sur ces émois, justement ? Oui, alors je vais dire que ces deux livres sont ma part féminine qui écrit. Hein, je veux dire, comme tout le monde, je suis un homme, mais j'ai aussi une part féminine que j'ai beaucoup cultivée parce que ça m'a toujours intéressé. J'ai commencé à 15 ans à trouver absolument anormal que nous, les hommes, on ne puisse pas porter des enfants. Donc, je suis resté avec ça. Quand j'ai été papa, quand la mère de mon premier enfant a été enceinte, j'ai tout arrêté de travailler parce que je me suis consacré à ça. Ça me passionnait, cette histoire de grossesse. Ne pouvant pas le vivre de l'intérieur, j'ai essayé de l'approcher le plus possible. Et puis j'ai toujours vécu assez beaucoup, je dirais, au milieu des femmes, et je les ai beaucoup écoutées, ce qui fait que Et puis les femmes de ma vie, je leur ai arraché les tripes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait quand on était enceint et quand on accouchait, etc. Parce que je ne l'ai pas vécu, donc j'ai beaucoup creusé dans les femmes de ma vie. Et c'est comme ça que j'écris à la première personne du féminin, quoi. J'essaye vraiment de me mettre à la place, voilà, ce qui paraît pas simple, mais en fait ça me vient assez naturellement. Je dirais que j'ai même l'impression parfois que c'est pas moi qui parle, c'est-à-dire que j'ai comme une voix mais mon métier, ça a été de traduire de l'oral à l'écrit, c'est-à-dire d'écouter les gens pour écrire ce qu'ils disaient. Et donc j'ai pris l'habitude d'entendre leur voix. Et là, j'ai un peu cette impression-là d'entendre. Ce qui fait que, c'est pas forcément que moi qui écris, c'est ce que j'essaye de dire aussi dans ce livre. On n'est jamais tout seul à écrire. Alors, sans vouloir déflorer, il y a cette amitié entre Sevia et Aurora, amitié qui ira jusqu'à un don suprême que Sevia fait à Aurora, qui est un don d'enfant. Il n'y a pas une once de doute chez Sevia. On a la sensation qu'elle est dans l'amour, que cet enfant, elle le donne de plein cœur, en fait. Oui, c'est effectivement... je veux dire, en plus, elle a déjà eu 3 enfants, cette femme. Elle fabrique un 4e enfant pour l'autre femme qu'elle considère comme sa sœur, quoi. Donc c'est à la fois un don de société par solidarité dans cette société-là, mais c'est aussi un don de sororité pour cette femme qu'elle aime comme sa sœur, quoi. Voilà, donc, alors effectivement, ça paraît un don assez fort parce que ce 4e enfant, c'est un garçon. Et effectivement, un certain nombre de mes premières lectrices ont dit « Oh là là, mais elle donne un garçon ». Mais dans cette société où il y a le droit d'aînesse absolu, dans une vallée comme ça, qu'on soit garçon ou fille, ça n'avait plus d'importance, quoi. Pas la même importance qu'on y met après. Donc ce garçon, Adam, va être élevé par la communauté en quelque sorte, il n'y a aucun problème, parce que la tradition veut ça. Vous dites, on ne laisse pas une famille mourir de faim, on ne laisse pas une maison sans descendance. Attendez, j'ai pas compris. Vous dites, on ne laisse pas une famille mourir de faim, oui. On ne laisse pas une maison sans descendante. Oui, oui, je veux dire, dans ces sociétés-là, je veux dire, tout se tient. S'il y a une famille qui ne fonctionne pas,
Moi, j'ai connu ça à la campagne. Je veux dire, aujourd'hui, on vit séparément beaucoup dans les villes, mais à la campagne, il y a une solidarité qui est permanente, c'est-à-dire que la souffrance des uns est partagée par les autres. C'est-à-dire une famille qui souffre un couple qui souffre parce qu'il ne peut pas avoir d'enfants, dans une communauté villageoise, tout le monde souffre. Hein, vous êtes autour, vous les voyez journellement, et donc vous souffrez. Donc il faut résoudre ça. Donc on est obligé, dans une espèce de forme de partage ultime, on ne laisse pas mourir une famille de faim. Hein, on va tous faire quelque chose pour les aider. Quand il y a une mauvaise récolte, quand les bêtes sont malades, qu'on abat un troupeau, il y a une solidarité qui se met en place. Et là, c'est pareil pour une chose évidente. Ce que l'héroïne dit aussi, on plante un arbre et s'il fait sec, on va l'arroser, on ne va pas le laisser mourir. Donc là, c'est pareil. Et donc, on va, je dirais, donner son sang à la famille voisine, à la maison voisine, pour qu'elle continue à vivre. C'est une société que le patriarcat n'a pas contaminée. Hein. Les femmes, ils sont quand même très libres. J'entends pas bien. Excusez-moi. C'est une société que le patriarcat n'a pas contaminée. Le patriarcat n'a pas... Oui, les femmes, ils sont libres. Hein. C'est la chance des lieux isolés pendant très longtemps. Ça, c'est des sociétés qui existent depuis le néolithique. Hein. Je veux dire, cette forme d'organisation. Même Jules César en parlait. Il avait trouvé bizarre ces gens qui avaient une drôle façon de vivre. Mais... je veux dire, ce qui a amené une espèce d'uniformité, c'est la Révolution française qui a répandu partout la même façon de vivre, c'est-à-dire la société bourgeoise, celle où on accumule du patrimoine pour s'enrichir, et puis la religion. C'est la Révolution française qui a porté la religion jusque dans des endroits isolés, abrités je dirais des civilisations, parce qu'il n'y avait rien à y gagner. Autant de la noblesse et de la féodalité, il n'y avait rien à gagner dans ces vallées, puisque c'était tellement pauvre, il n'y avait rien à en tirer. Donc, et puis, ils sont restés à l'abri jusqu'au moment où on a commencé à remonter, et donc, petit à petit, on a reculé. Ben, il y a eu plusieurs endroits dans nos pays où on pouvait avoir, dans des pays reculés, des sociétés qui vivent un peu différemment, dans le partage, parce que c'était nécessaire aussi. Je crois que vous êtes sur l'écriture du 3e roman qui va clore la trilogie, je dirais. Oui. Ben, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui se passe dans des sociétés un peu isolées, en difficulté, ou dans des conditions. Le premier, c'est donc l'homme semence, ça se passe au moment du soulèvement républicain de 1851, et la répression qui suit. On se retrouve avec des villages où il n'y a plus d'hommes, tous ont été emportés par la répression. C'est un phénomène assez méconnu. Donc en 1848, il y a un type qui prend le pouvoir, il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte parce qu'il a un nom, mais c'est un parti d'extrême droite. Et puis il fait un coup d'État en 1851, il devient Napoléon III. Mais un peu partout en France, les gens essayent de défendre la République. D'ailleurs, c'est la loi, hein, c'est toujours la loi, c'est ce que font les résistants en 40. Mais il y a une répression féroce. On estime qu'il y a presque 40 000 personnes qui vont être déportées, soit à Cayenne, soit en Algérie. Et du coup, il y a des villages où il n'y a plus d'hommes du tout, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés, dans ces moments-là, comme ça a pu se passer au Rwanda ou je dirais en ex-Yougoslavie, il y a une érosion des hommes. Et là, dans ce 3e roman, c'est une autre érosion des hommes, c'est l'érosion de la mer. Donc, ça se passe en Bretagne, dans une île. Et je dirais, le métier de marin, qu'on soit marin-pêcheur ou dans la Royale, il y a une érosion permanente des hommes, puisqu'on meurt de la mer et du combat. Et donc, c'est quelque chose qui est régulier. Et donc, les femmes, forcément, tiennent l'église au milieu du village, hein, puisque elles restent. Et donc, elles ont une façon de s'organiser et d'avoir une relation avec les hommes qui sont considérés comme étant uniquement en escale, quoi, dans la vie. Merci Jean Darrot, on attend ce 3e roman. Et alors, vous, Laurent Delmont, vous vous glissez aussi dans la peau d'une femme, Aurélie, dans votre roman. C'est de votre 11e livre, Les Aubes impatientes, aux éditions Monédière, qui est la suite des Jours immobiles. Aurélie est infirmière, elle est mariée, mère de 3 filles, elle tient un carnet où elle raconte sa vie au jour le jour. Et par votre voix, on a accès à ce qui se passe dans sa tête, celle d'une femme de 50 ans, avec ses doutes, ses peurs et ses regrets. Oui, en fait, j'ai écrit ce livre ensuite, effectivement, aux Jours immobiles, qui était un petit peu
on va dire, le début de ce récit qui était un récit plutôt masculin, on va dire, qui est parti d'une histoire, enfin d'une histoire vraie qui m'est arrivée. Effectivement, on est parti avec des amis d'enfance entre hommes, et effectivement, il y en a un dans la salle d'ailleurs, il se reconnaîtra, et on est effectivement durant ce petit séminaire madrilène, puisque c'était à Madrid. Il y a des choses qui se sont passées et qui m'ont donné des idées pour écrire un roman, et qui étaient donc essentiellement centré sur les hommes, les 4 hommes. Et j'ai écrit donc la suite, donc Les hommes impatients, pour apporter un contrepoids un peu féminin, pas forcément féministe d'ailleurs, mais féminin, et effectivement, à l'instar de mon collègue, c'était le challenge était essayer de se glisser dans la tête d'une quinquagénaire, et de donner le maximum de véracité au récit, sans tomber dans la caricature, mais pour amener une continuité au livre, et qui sera d'ailleurs prolongée par un 3e opus aussi. C'est très juste d'ailleurs, très vrai. Comment avez-vous fait pour saisir à ce point l'état d'esprit d'une femme de cet âge? On boit beaucoup d'alcool et on essaye de fumer beaucoup de choses pour essayer. Non, en fait, simplement, c'est après, j'essaye d'avoir un maximum d'empathie et de me servir de mes leviers personnels. Donc, j'ai un métier de contact, puisque je suis pharmacien, donc à la base, donc c'est assez loin de l'écriture, mais j'ai beaucoup de contacts, et effectivement, tout ça me forme un terreau qui me sert à crédibiliser les situations, à en faire des choses aussi à la fois qui peuvent avoir des résonances chez tout un chacun. Donc c'est pour ça que mes thématiques de roman sont assez redondantes d'ailleurs, mais c'est parce que je suis assez à l'aise là-dedans, même si je fais d'autres styles, je fais du polar aussi, mais j'essaye pour ce type de roman-là, en tout cas, de coller au plus près d'une forme de crédibilité, et pour que ça puisse parler aux lecteurs, tout simplement, et aux lectrices, en l'occurrence. Alors, Aurélie, elle fait une vraie crise de vie, et elle va prendre une décision étonnante quand on la rencontre. Pardon, excusez-moi. Aurélie, elle est en pleine crise de vie quand on la rencontre dans votre roman, et elle va prendre une décision qui peut paraître étonnante. Oui, en fait, après, il faut aussi des ressorts on va dire, pas dramatiques, mais simplement un roman, par définition, il faut aussi que ça amène effectivement de la véracité, mais aussi qu'il y ait des petits rebondissements. Alors effectivement, c'est pas des livres à suspense, mais simplement il faut que l'arc narratif amène le lecteur à tourner la page, tout simplement. Donc on peut pas non plus faire un état des lieux simplement et stationnaire, et donc il faut aussi relancer l'action. Donc effectivement, la décision qu'elle prend, elle, pour justement contrebalancer ce qui se passe dans le premier opus, effectivement c'est un petit peu surprenant, mais il y a une forme de logique aussi et qui sera prolongée effectivement dans la suite, quoi. Donc elle décide de quitter sa vie, en fait, qui était quand même assez agréable. Ah oui, non, de toute façon, moi je prends un très grand plaisir à écrire, de toute façon, ce genre d'histoire, parce que je suis très à l'aise, en tout cas je me sens à l'aise là-dedans, parce que simplement moi je suis venu à l'écriture, en tout cas un peu par accident, parce que j'ai un profil plutôt scientifique, mais c'est vrai que je me pose pas mal de questions par rapport à ça d'ailleurs, mais c'est simplement, j'ai eu effectivement un déclic un jour par un auteur en particulier qui m'a donné le goût de l'écriture, pas forcément de la lecture, mais de l'écriture, et donc je me suis dit, si un jour j'écris, j'aimerais écrire comme cet auteur. C'était donc Denis Tillinac, qui est décédé il y a quelques années, mais qui m'a préfacé donc le précédent opus. Et depuis, j'essaye d'écrire un peu dans cette lignée-là de cette école de Brive, en fait, puisque je suis aussi briviste à la base. Oui. Donc j'essaye de prolonger un peu le plaisir. Donc Aurélie, toujours elle fait un chemin pour se retrouver elle-même. C'est courageux, mais c'est pour se sentir vivante à nouveau, redevenir désirable et désirée. Oui, voilà, mais après, en fait, le livre, en fait, je crois que c'est un livre sur les choix. Alors, il y a des moments où, effectivement, on est amené à faire des choix parce qu'on est dans une obligation, ça peut être une obligation professionnelle, ça peut être une obligation amoureuse. Voilà. Donc là, en fait, je parle de personnes qui arrivent à la croisée de certains chemins et qui s'interrogent sur ce qu'ils ont fait avant, et est-ce que c'est suffisant, ou est-ce qu'ils peuvent faire mieux, est-ce qu'ils peuvent redonner un peu d'élan à leur routine, est-ce qu'ils peuvent se recommencer, simplement donc
C'est un livre sur les petits questionnements qu'on peut tous avoir tous les jours quand on arrive à certains âges, mais je crois que tous les âges ont leurs questionnements. Donc après, moi, mes trames suivent aussi ma propre courbe d'âge. Donc les préoccupations se déplacent et les curseurs aussi. Alors le livre, c'est aussi finalement l'histoire d'un couple, et vous donnez en deuxième partie la voix au mari. Oui, voilà. Donc après, je réintègre le compagnon, enfin le mari même, et effectivement parce que simplement, je voulais, il y a un moment où il faut rassembler les forces vives, et puis simplement, ça prépare aussi un petit peu la suite. La première partie est effectivement, les 2 tiers sont vraiment très très centrés sur Aurélie, et après, effectivement, je rebrasse un peu les personnages, mais effectivement, on peut lire ce roman sans forcément avoir lu les Jours immobiles. Après, une fois que j'aurai terminé la trilogie, ça sera effectivement, il y aura une certaine logique à prendre les livres dans l'ordre, parce que simplement pour pas être trop largué par les personnages, quoi. Alors vous mettez en exergue du livre cette citation du film Un homme et une femme de Lelouch. C'est incroyable quand même, c'est incroyable de s'empêcher d'être heureux. Oui, écoute, moi j'ai une culture cinématographique qui transpire dans mes livres, parce que j'ai une écriture assez cinématographique finalement, et moi mon cinéma il est très calé sur les années 70-80, et moi les films alors Lelouch, Sauté, c'est très inspirant pour moi. Je suis plus inspiré parfois par les films que par des romans, quoi. Voilà. Mais effectivement, là j'ai mis Lelouch parce que Un homme et une femme, ça parle un peu à tout le monde, et effectivement dans ce roman-là, il est question aussi d'un homme et une femme. Voilà. Oui, et surtout de s'empêcher d'être heureux finalement, parce qu'à la base, ils ont tout pour être heureux, mais il y a un petit truc qui grippe à un moment. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut être heureux tout le temps avec la même personne, et est-ce qu'il faut déplacer un peu les choses pour justement s'en rendre compte. On ne se rend pas forcément compte quand on est dans une forme de redondance, etc. Et effectivement, l'éloignement peut parfois faire ouvrir les yeux. C'est un petit peu le thème du livre aussi, quoi. Voilà. Est-ce que finalement c'est pas si mal, mais peut-être qu'il faut faire des pauses. Voilà. Après, ça n'engage que les personnages du livre, oui. Précise. Vous parliez de Sautet. Pardon ? Vous parliez de Sautet, de Claude Sautet, et je trouve que le livre, il y a une ambiance à la Sautet avec l'amitié. Ouais, c'est ça. Et puis l'humour aussi, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus que ce soit plombant. Il faut que les gens se divertissent aussi en lisant, parce que c'est pas un livre cérébral, donc c'est un livre où il y a de l'humour aussi, parce qu'il y a, dans tout ça, il y a beaucoup de maladresse aussi parfois, que ce soit de la part d'Aurélie ou de son mari et de ses amis. Donc voilà, il y a aussi des ressorts un peu plus humoristiques pour des amis donner le machin, comme disait Jean Rochefort. Voilà. Pourquoi le titre Les Aubes impatientes ? Parce qu'il y avait des Jours immobiles, des Aubes impatientes, et le prochain s'appellera Des Nuits vagabondes. Donc en fait, ça sera ma trilogie. Le Seigneur des Anneaux s'était déjà pris, donc ça sera ma trilogie du temps qui passe en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Tous les trois. Les dédicaces se feront sur les stands. Le stand Passiflore pour vous, Jean Darrow. Le stand Hervé Chopin pour vous, Sophie Wouters. Et le centre Monadière pour vous, Laurent Delmont. Merci à tous les trois. Merci. Merci.